si je vous disais qu'aujourd'hui, le champ de bataille le plus intense entre Israël et l'Iran n'a ni chars, ni avions de chasse, ni missiles. Juste des serveurs, des câbles et des salles silencieuses occupées par des personnes discrètes. Vous pourriez penser que je parle de façon métaphorique, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'Israël n'a pas construit un dôme de fer, mais 2 dômes de fer. Le premier est le dôme de fer que tout le monde connaît, avec les intercepteurs dans le ciel qui interceptent les roquettes abattues au-dessus des villes. Il existe un second dôme de fer qui n'explose pas, ne brille pas la nuit et n'apparaît jamais aux journaux télévisés du soir. C'est le dôme de fer numérique. Et début 2026, ce second dôme de fer pourrait accomplir bien plus que prévu. Car il détecte les menaces avant qu'elles ne fassent la une des journaux. Il n'y a pas de sirène d'alerte, pas d'images dramatiques, pas de musique héroïque en fond sonore, ce ne sont que des gens et des frappes au clavier. Et vous savez quoi? Voici l'ironie. Le système de défense le plus efficace d'Israël est peut-être aussi celui que vous ne voyez jamais, dont vous n'entendez jamais parler et que vous ne comprenez jamais vraiment, parce qu'au moment où il est expliqué publiquement, c'est qu'il s'est déjà passé quelque chose de très très grave. Je suis Deron Spillman, bienvenue dans True East. Depuis des décennies, le conflit Israël-Iran est résumé par des termes familiers: missiles, groupes par procuration, centrifugeuses nucléaires, lignes rouges et discours à l'ONU qui paraissent urgents mais restent sans effet. Mais il y a aussi une autre guerre qui se joue discrètement. Elle ne cherche pas à détruire des bâtiments, mais à perturber la réflexion des ennemis d'Israël. La cyberdéfense ne crée pas d'image de victoire. Elle crée de l'incertitude. Et c'est cette incertitude qui est dévastatrice pour les régimes qui dépendent d'une hiérarchie rigide, d'un commandement central et d'une discipline idéologique. Israël n'est donc pas entré par hasard dans la cyberguerre. Depuis le début des années 2000, Israël a bâti 2 défenses, une physique et une numérique. Mais elles sont toutes les 2 conçues pour faire exactement la même chose: arrêter les menaces avant que les civils n'en perdent le prix. Le sommet international sur la politique du JNS 2026 aura lieu du 15 au 17 avril, une fois de plus, au Waldorf Astoria à Jérusalem. J'y serai et j'espère que vous viendrez aussi. Inscrivez-vous sur gnsummit.org pour voir les intervenants. Le groupe est exceptionnel cette année. Hâte de vous voir à Jérusalem en avril. Des sources étrangères indiquent qu'une première preuve théorique existait bien avant l'actualité récente. En 2009, en Iran, des ingénieurs travaillaient dans l'installation nucléaire de Natanz. Oui, c'est la même installation nucléaire bombardée récemment par Israël et les États-Unis. Les chercheurs présents ont remarqué un phénomène très étrange. Les centrifugeuses sont tombées en panne les unes après les autres, des centaines au total, alors que les écrans montraient que tout fonctionnait. Les vitesses de rotation des centrifugeuses semblaient normales. Les températures paraissaient stables. Il n'y avait aucune alarme. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un ver était entré dans leur système. Pas un logiciel malveillant qui détruisait des fichiers, mais un ver qui mentait. Il transmettait de fausses données aux opérateurs iraniens. Tout en modifiant silencieusement la vitesse des centrifugeuses, les poussant juste assez loin, souvent juste assez pour provoquer une destruction physique, les machines ont commencé à se détruire alors que les ingénieurs faisaient confiance aux chiffres devant eux. Ce n'était pas un sabotage classique, mais une tromperie utilisée comme arme. Appelé Stuxnet, il n'a pas détruit le programme nucléaire iranien, mais a poussé l'Iran à se saboter. Confirmé par le New York Times, le Washington Post et plusieurs entreprises de cybersécurité. Ce ver, qui a peut-être été développé par les États-Unis et Israël, a exploité plusieurs vulnérabilités Zero Day, qui sont des failles de sécurité inconnues, même des ingénieurs du système. À l'époque, construire quelque chose comme ça prenait des années et d'énormes ressources, à tel point que les chercheurs ont conclu que seul un acteur étatique pouvait se le permettre. C'est important car la cyberguerre à ce niveau est stratégique, pas opportuniste. Ce qui soulève la question évidente, pourquoi cela a-t-il été déployé parmi tous les endroits possibles contre l'Iran? Cela indique l'existence d'autres régimes hostiles, tels que la Corée du Nord, la Russie et la Chine.
Mais il faut comprendre dès le début que l'Iran est différent, car l'Iran cherche ouvertement la destruction d'un autre État, et parce que si l'Iran franchit le seuil nucléaire, cela ne s'arrête pas à l'Iran. La Turquie, l'Arabie saoudite, l'Égypte et peut-être les Émirats arabes unis, un Moyen-Orient avec plusieurs puissances nucléaires, ce n'est pas la guerre froide, c'est le chaos total. Contrairement à d'autres rivalités nucléaires, la doctrine iranienne est idéologique, non axée sur la stabilité, et l'idéologie associée aux armes nucléaires favorise l'escalade au lieu de dissuader. C'est pourquoi Israël considère l'Iran non pas comme une menace parmi d'autres, mais comme la menace centrale qui organise tout. Depuis Stuxnet, la cyberguerre n'est plus une exception. Elle est devenue permanente et le champ de bataille a explosé en ampleur en seulement 2 jours. Aujourd'hui, le monde produit autant de données qu'il en a généré depuis le début de la civilisation jusqu'en 2003. En 2019, près de la moitié des foyers mondiaux avaient un ordinateur. En 2021, 2 ans plus tard, il y avait environ 15 milliards de téléphones mobiles dans le monde. En 2022, plus de 26 milliards d'appareils étaient connectés à Internet. Chacun de ces appareils représente un progrès et chacun est aussi un point d'entrée potentiel. La cyberguerre ne nécessite pas de division ni d'escadron aérien. Elle nécessite un accès, c'est pourquoi les acteurs non étatiques l'ont adopté, en particulier ceux qui perdaient sur le champ de bataille. Passons au Hezbollah. Il n'a pas inventé la cyberguerre, mais l'a professionnalisée comme mandataire. Tout comme le Hezbollah est un mandataire physique de l'Iran, le Hezbollah est aussi un mandataire numérique de l'Iran. Avant ses pertes au combat, le Hezbollah avait créé une unité cyber nommée Cèdre. Cèdre est un groupe structuré, formé, financé et dirigé par l'Iran, non désorganisé. Son quartier général est basé à Daï, sud-Liban. La mission de Cèdre vise un harcèlement stratégique, le vol de données et une pression psychologique sans provoquer de perturbations aléatoires. Après les frappes israéliennes de 2024 ayant décimé commandants et stocks d'armes du Hezbollah, Cèdre n'a pas reculé. Après l'opération israélienne de septembre 2024 sur les téléavertisseurs et communications, de nombreux opérateurs du Hezbollah ont été tués, mutilés ou neutralisés. Le budget de Cèdre aurait augmenté de plusieurs centaines de %. Selon des experts libanais en cybersécurité, plus de 300 hackers y opèrent désormais, payés directement par l'Iran. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était de l'adaptation. Le Hezbollah est passé des roquettes aux routeurs. Le 7 octobre, alors que l'attention mondiale se portait sur les horreurs physiques, une escalade parallèle avait lieu en ligne. En quelques heures, des groupes de hackers jusque-là inconnus sont apparus, affirmant avoir accès à des données civiles et militaires israéliennes. Dans les semaines suivantes, des dizaines de milliers de dossiers médicaux, bases d'identité et données personnelles de civils et soldats ont été divulgués. Plus de 15 groupes de cybercriminels liés à l'Iran, au Hezbollah et au Hamas ont participé. Certains ont rendu les données publiques, d'autres les ont diffusées sur le dark web. Tout cela a été conçu pour intimider, déstabiliser et éroder la confiance. Ce n'était pas spontané mais coordonné, comme avant le 7 octobre, les signes étaient présents. Comment Israël répond-il concrètement, non par des discours, mais par une organisation rapide? La stratégie cybernétique d'Israël s'appuie sur la détection précoce, la perturbation active des ennemis et l'ambiguïté stratégique. Le premier, c'est la détection précoce. Israël gère le cyberespace comme son espace aérien. Chaque signal suspect compte. Chaque jour, des dizaines de milliers de tentatives hostiles, souvent liées à l'Iran, visent les réseaux électriques, systèmes d'eau, hôpitaux et réseaux financiers. En 2020, une cyberattaque iranienne a tenté de manipuler le chlore dans des installations hydrauliques israéliennes. Elle a échoué, non à cause d'une riposte, mais parce que le système a détecté une anomalie. C'est l'essentiel, une compétence discrète. Le second domaine est la perturbation active. La cyberdéfense en Israël n'est jamais statique. Un réseau hostile identifié et cartographié peut discrètement arrêter de fonctionner comme prévu. Les serveurs peuvent tomber en panne, les communications ralentir et l'infrastructure ou les instructions arriver en retard ou jamais. Les unités cyber-iraniennes du CGRI ont connu des pannes répétées et imprévues lors de tensions régionales. La plupart n'ont jamais été reconnus publiquement, mais le schéma est là. Et le troisième point est l'ambiguïté stratégique.
Israël confirme rarement ses succès dans le cyberespace, car la dissuasion fonctionne mieux quand l'adversaire ignore l'ampleur des dégâts. La défense antimissile est très visible, la défense cybernétique vit dans l'esprit. L'Iran doit supposer que tout mouvement numérique, toute escalade, toute coordination entre ses groupes affiliés a peut-être déjà été compromise. Ce moment d'hésitation, il compte, car l'hésitation détruit leur élan. Les critiques diront que la cyberguerre n'arrête pas les missiles, et ils ont raison. Ils diront que les outils cybernétiques n'empêchent pas la prolifération nucléaire, ce qui est en partie vrai, mais cela ignore la nature même du cyber. Le cyber n'est pas un substitut, c'est un multiplicateur. Il achète du temps, il dégrade la confiance, il force le doute dans les systèmes autoritaires, il craigne le doute plus qu'ils ne craignent les bombes. Qui a échoué, divulgué ou saboté? Désormais, ce soupçon mine le pouvoir. L'avenir de la guerre mêle cybernétique et cinétique. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Le cyber, c'est le numérique. Le cinétique, la guerre traditionnelle. Ce sont les deux, pas l'un ou l'autre. L'exemple le plus clair de cela dans l'histoire est quand Israël a frappé le réseau de communication du Hezbollah en 2024. Presque au même moment, des milliers de pagers et de talkies-walkies se sont déclenchés. Ce n'était pas un message, mais une opération illustrant l'évolution, couches numériques et physiques progressant ensemble simultanément. Si vous remarquez, c'est vers là que la guerre se dirige. La cyberdéfense ne fait pas la une des journaux, mais elle façonne le résultat. C'est là la véritable compréhension du dôme de fer numérique. Je suis Deron Spillman et c'était True East.